99.5 Montréal. On est mercredi et le mercredi, on rejoint notre collaborateur Philippe Labrec, qui est fondateur et animateur du podcast Idées en évolution, aussi auteur du livre Comprendre le conservatisme en 14 entretiens. Bonsoir, Monsieur Labrec. Bonsoir. Nous sommes le 19 mars. Mark Carney a été assermenté comme premier ministre du Canada le 14 mars dernier, sans jamais n'avoir été élu, ni dans son poste de premier ministre du Canada, ni dans un poste non plus de député. Qu'est-ce que ça signifie pour vous? Quelle est la réflexion que ça vous inspire? La même qu'à différentes périodes de l'histoire démocratique canadienne, ou du moins électorale, c'est que c'est pas la première fois que même quelqu'un qui ne siège pas à la Chambre des communes devient premier ministre. Mais ça me remémore le fait que le Canada, électoralement parlant, je dis bien, est peu démocratique. Dans ce cas-ci, comme vous l'avez mentionné, Mark Carney, qui ne siégeait pas à la Chambre des communes, n'avait jamais fait face à l'urne, comme on dit, et fait face à l'urne, disons, lors de la course à la chefferie du Parti national, mais c'est seulement face aux membres du parti. Donc, c'est pas la population canadienne et les citoyens canadiens dans leur ensemble, devient premier ministre. Et à la limite, ça serait pas un problème. Dans le sens où un premier ministre qui est le chef, le leader de la Chambre législative, enfin de la Chambre basse, qui s'occupe donc d'adopter les lois dans plusieurs systèmes différents dans le monde, n'est pas élu directement par le peuple. Donc, il est élu par les partis. C'est pas un problème. Donc, ceci dit, quand le pouvoir exécutif, donc le président, ou dans notre cas, le gouverneur général, n'est pas élu, ce qui arrive, c'est que dans le système parlementaire britannique, le premier ministre, lui, s'agrège des pouvoirs exécutifs. Donc, il devient un peu tout puissant. Et dans ce cas-ci, dans le cas de Mark Carney, dans d'autres, John Turner, par exemple, deviennent premier ministre et président en même temps, l'équivalent du président de pouvoir exécutif, sans même avoir fait face aux électeurs canadiens. Et donc, tout le système, si je peux dire, tombe dans ses mains. Il y a tous les pouvoirs, même si je ne doute pas qu'il soit très raisonnable avec l'utilisation de ceci. C'est pas une critique de Carney lui-même, c'est plutôt une critique du système qui fait que celui-ci concentre le pouvoir dans les mains de gens, premier ministre notamment, qui n'ont jamais reçu ce mandat-là démocratiquement parlant lors d'élections. Et donc, le système parlementaire britannique a plusieurs avantages, ou du moins bénéfices, mais il y a plusieurs désavantages aussi. Et étant donné ce qui est la couronne, historiquement parlant, le même système s'applique au Royaume-Uni ou à l'Australie notamment, vu que la couronne maintenant est purement symbolique, elle ne peut jamais refuser en venant du premier ministre. C'est pour ça que je dis que le premier ministre s'agrège des pouvoirs exécutifs qui techniquement ne devraient pas être les siens. Le pouvoir exécutif, bien sûr, exécute les lois adoptées par la Chambre législative, la Chambre basse du Parlement canadien. Mais dans ce cas-ci, vu que le pouvoir exécutif, comme je dis, est symbolique et à peu près obligé de dire oui à toutes les requêtes du premier ministre, mais le premier ministre, dans les faits, joue le rôle du gouverneur général ou de la gouverneure générale, sans avoir encore, dans le cas de Carney, fait face aux électeurs. C'est pour ça que la publication LinkedIn que j'avais fait, je disais, le Canada, électoralement parlant, est très peu démocratique. Mm-hmm. Oui, parce que dans le fond, on fait face de façon très claire aux faiblesses du système parlementaire britannique. Il y a des forces à ce système, mais il y a aussi des faiblesses. Est-ce que vous proposez de réformer notre système parlementaire britannique? Je crois qu'il y a des questions à se poser, là. Notamment du Sénat et du pouvoir exécutif. Donc, ça serait bien que le gouverneur général, tôt ou tard, soit élu, soit directement ou soit un peu, j'ai envie de dire, indirectement, comme aux États-Unis, où les présidents doivent gagner des États qui représentent des votes au sein du collège électoral pour ensuite en accumuler et déterminer qui est gagnant en faisant la somme de tous les États gagnés par chacun. Ou en France, là, où le président est élu au suffrage universel, donc directement, les gens votent directement pour leur candidat préféré et ensuite vont voter au niveau législatif pour leur représentant, si on peut dire l'équivalent d'un député ici, dans leur circonscription, dans leur région. Je pense qu'il y aurait des contre-pouvoirs ou certains équilibres pour augmenter, si je peux dire, la représentation
qu'on peut appeler de la volonté des citoyens, là, qui est difficile à quantifier, mais c'est pour ça qu'on a des élections. C'est la meilleure façon de quantifier un peu la volonté des citoyens d'un pays, la volonté politique, je veux bien dire. Et donc, en ce moment, pour rappeler aux gens, on ne vote au fédéral, même provincial, en fait, là, jamais pour autre chose qu'un candidat dans notre circonscription et rien de plus. Et même là, je rappellerai aux gens encore une fois qu'il y a beaucoup de circonscriptions qui sont gagnées avec moins de 50% des voix. Simplement parce que le gagnant va aller chercher moins de 50% des voix et les autres 3 ou 4 partis, dépendamment, vont aller se diviser le 50% plus 1 des voix dans la circonscription, ce qui fait qu'un gagnant peut facilement gagner sa circonscription avec 40% des voix, tandis que 3 autres partis vont se séparer à 20% chaque les voix. On pourrait inverser la chose et dire 60% des gens ont refusé le parti gagnant et pourtant, ils le gagnent quand même. Et ensuite, on forme un gouvernement avec une série de députés qui n'ont pas tous gagné leur circonscription avec plus de 50% des voix. Et presque toujours, le gouvernement au fédéral, au sein de la Chambre des communes, est formé par un parti qui représente moins de 50% des voix au Canada. Ce qui, encore une fois, ne serait pas un problème, cependant, si le pouvoir exécutif pourrait contrebalancer ceci, ce qui n'est pas le cas. C'est là que le déficit démocratique est le plus grave, à mon avis. C'est que on a la difficulté à dire exactement qu'est-ce que les Canadiens veulent basé seulement sur un vote qui ne fait qu'élire des députés dans la Chambre basse, donc, encore une fois, législative. Comment est-ce qu'on fait pour traduire ça, démocratiquement parlant, par un gouvernement qui, supposément, devrait ressembler pour représenter les intérêts et les volontés de l'électorat? En ce moment, je crois qu'on n'y est pas du tout, là. Donc, s'il y a des réformes à faire, ce serait surtout pour trouver une façon, comme j'ai dit, de quantifier, de traduire la volonté du peuple, là, comme certains diraient, au sein du gouvernement, ce qui est en ce moment, comme j'ai dit, à peu près inexistant. Je veux dire, qui au Canada, à part les membres du Parti libéral, voulait absolument que Mark Carney devienne premier ministre? Je pense que c'est une petite minorité. Et maintenant, on ne peut pas le savoir et on ne le saura pas avant les prochaines élections. Enfin, Mark Carney lui-même, je crois, là, qui est un démocrate convaincu, et donc on aura des élections bientôt, puis il n'abusera pas de ses pouvoirs. Là, encore une fois, c'est pas une critique de Carney lui-même, mais c'est sûr et certain que l'élection de Carney, le fait qu'on l'a pistonné, comme certains diraient, premier ministre, c'est impossible de dire que ça représente la volonté du peuple canadien, tout simplement. Faisons le tour un peu de quelques comparaisons pour voir les forces et les faiblesses d'autres systèmes pour qu'on puisse mieux nous situer par rapport à d'autres États et d'autres systèmes ailleurs dans le monde. Le premier, c'est les États-Unis. La première comparaison pertinente, à mon avis. Je sais que des fois, on aime bien regarder les États-Unis de haut au Canada. Ceci dit, je rappellerai aux gens que lors d'une élection présidentielle, par exemple, comme on a eu récemment, non seulement les Américains ont pu élire indirectement, encore une fois, là, par le collège électoral, mais somme toute, ont voté pour un président et un vice-président. Ensuite, ont voté pour un représentant à la Chambre des représentants, ce qui est l'équivalent de la Chambre des communes pour nous. Et ensuite, ont voté pour un ou plusieurs sénateurs, dépendamment de l'État. Je crois que c'est 2 sénateurs, je me rappelle bien. Et ensuite, dépendamment des régions, des municipalités, des localités dans lesquelles ils se trouvent, ont voté potentiellement pour un shérif, par exemple, pour un procureur, là, ce qu'eux appellent le district attorney, et ensuite, peut-être même certains projets de loi, comme je dis, au niveau de l'État ou locaux. Donc, ce qui veut dire qu'un électeur américain qui se présente aux urnes lors d'une élection présidentielle va peut-être faire 5 à 10 à 15 choix sur son bulletin de vote. Et donc, il va voter au niveau de l'État, l'équivalent d'une province, au niveau fédéral et au niveau local. Et en plus, il ne va pas élire des représentants, comme je dis, de juges, procureurs ou shérifs, qui jouent un rôle important dans la société. Nous, on n'a absolument rien de ça. Là. On regarde en France, par exemple, le premier ministre, le président français, bon, dans ce cas-ci, Emmanuel Macron, fait face au suffrage universel, ce qui veut dire que et à 2 tours, d'ailleurs. Ce qui veut dire que lors du premier tour, on peut avoir un nombre, en théorie, presque illimité de candidats, dépendamment de... Il y a certains critères à remplir, là, mais comme aux dernières élections, il y a quoi, 5, 6 ou 7 environ, où les gens peuvent choisir avec leur cœur. Ce qui veut dire que peu importe où ils se trouvent en France, ils votent directement pour leur candidat préféré. Les 2 premiers, ceux qui reçoivent le plus de votes, passent au second tour, qui permet à l'électeur, au second tour, de voter stratégiquement. Donc, lors du premier tour, vu qu'il y a un choix, si je peux dire, entre 5 ou 6 candidats, il est avec celui qui se rapproche le plus de ses valeurs, d'une certaine façon. Et si celui-ci perd, ne se rend pas au second tour, ça laisse la chance à l'électeur
de voter stratégiquement, donc celui pour le candidat ou la candidate qui lui ressemble le plus, si je peux dire. Et ensuite, le président élu au suffrage universel a une légitimité qui est presque, unique, je dirais, dans le monde occidental. Il n'y a aucun autre pays qui utilise ça, parce qu'il a été élu directement par le peuple. Ce qui veut dire qu'ensuite, les Français vont quand même élire une chambre basse, donc au niveau législatif, comme j'ai dit, et ça leur donne le choix et la possibilité de voter plusieurs fois à différents niveaux. Donc, qu'on compare ça au Canada, où encore une fois, je rappelle qu'on ne vote que dans sa circonscription pour un député spécifique, et que le premier ministre est choisi par le gouvernement ou le parti gagnant, le parti qui forme la majorité, la coalition qui forme la majorité. On se rend compte qu'on a très peu d'influence comme électeur sur la constitution du gouvernement canadien. Je rappelle encore une fois là, que quand on vote au niveau de la circonscription, ensuite le premier ministre s'agrège les pouvoirs de l'exécutif. Tandis que les Français et les Américains, par exemple, vont choisir directement le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir local. Là. Et on prend la Suisse là, comme dernier exemple, là, si je peux me permettre, qui a adopté la démocratie directe. C'est-à-dire que, bien sûr, il y a des élus, il y a des politiciens, des hommes politiques, des femmes politiques qui se font élire à différents postes, mais les Suisses ont développé une tradition de démocratie directe où plusieurs lois sont soumises au référendum assez fréquemment sur des sujets aussi banals que l'élargissement des autoroutes, par exemple, ou les lois sur le droit d'éviction de certains locataires, ou, bien sûr, des sujets plus épineux comme le port du voile ou les politiques d'immigration. Et tout ça est soumis au peuple directement. Ce qui veut dire qu'un Suisse va aller aux urnes et là va élire ses représentants, encore une fois, à la Chambre législative et au sein du pouvoir exécutif, mais en plus de pouvoir voter directement pour les projets de loi. Encore une fois, on compare ça au Canada, puis on se rend compte qu'on a très, très peu d'influence électoralement parlant sur la constitution du gouvernement et des lois qui en découlent là, par la suite. Oui, ça fait qu'on se retrouve avec des grands projets qui définissent notre pays d'aujourd'hui et de demain, notamment là, vous saurez en nommer, mais ces projets-là se font finalement largement sans le consentement démocratique explicite des Canadiens, d'où les nombreux débats et les nombreux blocages dans la société civile face à différentes initiatives, différents projets, parce que finalement, ils émanent sans qu'on ait consulté d'abord la population. Je dirais que c'est le consentement implicite de la population est difficile à établir. C'est qu'on élit, on vote pour un certain parti dans différents pays pour que ceux-ci nous représentent au pouvoir, mais j'ai la difficulté à dire à quel point la Chambre des communes canadienne et le système parlementaire britannique représente le Canada. Peut-être qu'il le représente très bien, c'est pas impossible, mais je ne pourrais pas vous dire comment et pourquoi et de quelle façon on pourrait quantifier la chose. Le fait qu'on a un gouvernement qui est minoritaire depuis 2021 et qui semble extrêmement impopulaire, du moins jusqu'à l'arrivée de Carney, il y a une remontée par la suite, et que celui-ci puisse s'accrocher au pouvoir et ensuite, j'avais envie de dire, utiliser les règles en place. Il n'y a absolument rien d'illégal ou même qui manque d'éthique dans la façon de procéder du Parti libéral. Mais c'est ça le problème. C'est que le Parti libéral a tout fait dans les règles de l'art. Et pourtant, on a l'impression qu'il manipule un peu la démocratie canadienne. Ce qui veut dire que c'est pas le Parti libéral le problème. Ça veut dire que c'est les règles. Et c'est là où je crois que quand on parle de grands projets, les deux qui me viennent en tête, c'est les politiques d'immigration massive au Canada et dernièrement l'adoption, l'approbation par Justin Trudeau lui-même après avoir démissionné, là, je le rappellerai, du projet de train à haute vitesse entre Québec et Toronto, qui va coûter quoi? Au bas mot 100 milliards de dollars, c'est pas rien. Je veux dire, est-ce que Trudeau avait la légitimité de le faire d'après les règles et les lois? Oui, bien sûr. Après, démocratiquement parlant, on avait un premier ministre qui allait sortir, qui était donc dans les derniers jours de son administration, qui avait de toute évidence plus vraiment la confiance des Canadiens, et pourtant, il est allé de l'avant, sachant très bien qu'ensuite, quelqu'un d'autre au sein de son propre parti allait reprendre les rênes. C'est là où je crois qu'il y a une cassure, si je peux dire, c'est qu'on est incapable de constamment traduire la volonté des électeurs canadiens, des citoyens canadiens, politiquement parlant. Ceci dit, par contre, il y a toujours un pour et un contre. Je crois qu'on est forcé quand même d'admettre que le système parlementaire britannique a constitué des pays, des nations stables et prospères. Donc, j'ai nommé le Royaume-Uni en premier, bien sûr,
le Canada par la suite. On peut penser à l'Australie aussi, Nouvelle-Zélande aussi, là, partiellement. C'est des pays qui sont, somme toute, convoités là, partout dans le monde, enviés même, là, je dirais. Donc, mais ceci est plutôt dû aux coutumes, aux habitudes, à la culture, j'ai envie de dire, politique et démocratique. C'est ce qui explique en partie pourquoi il n'y a pas eu tant d'abus de ça là, dans l'histoire canadienne. Comme j'ai dit, j'ai parfaitement confiance que Mark Carney soit déclenche des élections par lui-même, ou soit simplement que la Chambre, dès qu'elle le puisse, va renverser le gouvernement. Donc, je ne dis pas qu'on est une dictature, là, je ne vais pas jusque-là. Et rappelons que les systèmes parlementaires britanniques, ou les nations qui l'ont adopté par héritage, là, colonial et politique principalement, protègent tous l'état de droit et les droits individuels. Ça reste des nations, j'ai envie de dire, libres, où l'individu est libre et protégé par la loi contre des abus tyranniques, si je peux dire. Donc, mon propos, pour le cibler le plus précisément possible, est vraiment en rapport avec le processus électoral et la traduction, si je peux dire, la volonté populaire, politiquement parlant, au niveau de nos institutions, qui, à mon avis, est très déficiente, n'empêche que ça, qu'on met les choses globalement dans leur ordre. Le Canada reste un pays libre et démocratique, mais le processus électoral et parlementaire laisse à désirer, là, disons. Non, on comprend bien que vous n'êtes pas en train non plus de dire qu'on vit dans une dictature, mais certainement que notre démocratie pourrait être améliorée. Ça vaut la peine de se poser ces questions, même si parfois c'est perçu comme étant un débat trop intellectuel et trop plate, trop plate, mais peut-être quand même nécessaire. Merci beaucoup pour cette belle réflexion, Monsieur Labrec.